La prévention, c'est un sujet essentiel, difficile, parce que tout le monde dit qu'il faut faire de la prévention, il faut faire de la prévention, mais on voit bien qu'on n'est pas arrivé encore là où on devrait arriver, là où on voudrait arriver. Alors la prévention, au début des déclarations, reste le parent pauvre en fait, du système de santé en France, alors que c'est la clé pour une meilleure santé, une espérance de vie sans incapacité et une soutenabilité financière. L'enjeu est donc colossal. Alors, concrètement, la question qu'on se pose, elle est simple. Comment concrètement sortir de la léthargie actuelle, même si là aussi il y a des progrès, des choses qui ont été faites, il y a les examens réguliers au niveau du DMP, mon espace santé, des choses, mais comment finalement accélérer et comment faire en sorte que les actions enclenchées se traduisent par de vrais progrès. Alors, on devait avoir à cette table ronde Brigitte Autran, mais qui malheureusement n'a pas pu venir, et puis Aurélien Rousseau, qui avait accepté, qui était ravi de venir, bien évidemment, mais qui est en campagne. Donc, à Paris, il est dans les Yvelines. Mais on a le meilleur de la prévention aujourd'hui en France, ici. Donc, je vous propose de faire un premier tour de table par rapport à ce sujet, assez rapidement, pour savoir d'où vous parlez, qu'est-ce qui vous paraît le plus important. On commence par vous, Catherine Barthélémy, en 1 ou 2 minutes pour planter le décor de la prévention sur la difficulté qu'on a en France de développer la prévention. Alors que, comme nous le disait Franck Chauvin, on a fait au think tank Économie Santé déjà une recommandation il y a 2 ans sur la prévention. On avait invité Franck Chauvin en premier et il nous avait convaincu que c'était important, on était déjà, mais que c'est pas que c'est important, c'est la solution par rapport au vieillissement de la population, par rapport à l'épidémiologie, par rapport au coût de la santé. La prévention, c'est vraiment la solution pour que le système soit efficace et soutenable. Voilà. Et on avait dans cette prévention, cette recommandation sur la prévention en santé de la recommandation 2022, dit qu'il fallait créer un choc de cohérence et d'efficacité au plus près des citoyens en clarifiant le partage des responsabilités. Alors ça progresse, mais on a encore un peu de travail devant nous. Et dans proximité, et pas simplement avec le système de santé, car on sait que le système de santé dans la prévention, ce n'est qu'un quart à peu près des actions possibles en prévention. C'est vraiment tous les acteurs au niveau d'un territoire qui peuvent se mettre à faire de la prévention. Franck Chauvin, je pense, nous le rappellera. Donc, en quelques bons premiers tours de table, donc l'Académie, Catherine Barthélémy, dites-nous un petit peu, est-ce que la prévention est un sujet qui est prioritaire ? La prévention est un sujet prioritaire. La meilleure preuve en est que la vaccination est la grande cause de 2024 de l'Académie nationale de médecine. Donc je dirais, cette prise de position, elle est non seulement symbolique, mais elle met en action un certain nombre de points de communication, de formation et d'éducation. Donc pour la communication, comme vous le savez, notre compagnie, qui est une compagnie indépendante, pluridisciplinaire, qui donne des avis, qui propose des rapports qui sont votés et donc approuvés par notre Assemblée, a pour but je dirais, de renseigner, de conseiller toutes les instances gouvernementales sur les politiques de santé publique et en particulier sur la prévention. Alors, pour ce qui est de la vaccination... Alors, on fait un petit tour rapide un peu pour planter le décor, voir un peu la position de chacun par rapport à la prévention. Et c'est vrai que l'Académie nationale de médecine communique de plus en plus. Enfin, vous sortez des avis, des rapports, vous n'arrêtez pas. C'est assez impressionnant. Depuis 1 an ou 2, je ne sais pas si c'est vous qui êtes à l'origine de ce dynamisme effréné, mais c'est vrai que... Comme j'ai le pied à l'étrier... C'est le Covid qui vous a... Et puis, c'est peut-être le Covid quand même a stimulé l'Académie, non ? Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'on a accéléré. On a accéléré notre système de communication vers le grand public, et bien entendu. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Franck Chauvin, alors, la prévention, c'est vraiment votre sujet. Vous êtes passé un peu par la fin de vie, mais maintenant on revient sur le rapport sur la fin de vie. Est-ce que vos propositions, qui sont en stand-by, donc la prévention, on vous écoute parce que, vous l'avez bien dit, c'est important, mais pourquoi on attend de mal ?
Je ne sais pas pourquoi on attend de mal. Enfin, il y a plusieurs explications. Probablement, il faut rentrer vraiment dans le fonctionnement du système de santé pour comprendre, parce qu'on s'aperçoit rapidement qu'on est dans un système assez paradoxal. Et tant qu'on n'aura pas résolu ces paradoxes, ça va être un peu compliqué. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais simplement sur le diagnostic. Moi, ce qui me frappe, c'est que je pense qu'on n'a pas fait de diagnostic de la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes à un rythme de progression des maladies chroniques qui est de 2,5% par an. L'année dernière, 25 millions de personnes ont eu une consultation, un traitement, une hospitalisation pour une maladie chronique. 25 millions de personnes en France. Pour un nombre de milliards, on ne va pas reprendre tous les chiffres, etc. Donc cette augmentation, elle est tout simplement non tenable. Et en fait, il n'y a aucun signe de tassement ou d'amélioration. Quand on prend les chiffres, voilà, c'est vraiment des tendances extrêmement fortes. Premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'on n'a pas tous pris conscience que notre système dépense des milliards à prendre en charge des pathologies que nous générons nous-mêmes, que la société génère elle-même. Et ça, enfin, je veux dire, il faut qu'on en prenne conscience. Prenons l'obésité. On construit des services contre l'obésité, on fait de la chirurgie. Mais enfin, à côté de ça, on planque les escaliers et on met les ascenseurs en premier. Incitons les gens à prendre l'ascenseur, arrêtons de mettre des escalators partout, que les gens montent, etc. Enfin, je veux dire, il y a quand même un certain nombre de trucs complètement basiques qu'il faut vraiment intégrer dans nos fonctions. Dernier point, comme je le dis souvent en ce moment, le meilleur plan de santé publique que je connaisse là, en ce moment, celui qui va produire les plus importants effets, c'est le plan vélo. Le plan vélo, on attend une réduction de la mortalité prématurée de l'ordre de 15 000 décès prématurés par an. C'est considérable. Tout ça parce qu'on a changé les mobilités, qu'on a changé l'activité physique. Donc, je pense vraiment qu'il y a un diagnostic qui n'est pas encore fait, et surtout un diagnostic que notre système de santé, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Agnès Buzyn 2017, le président de la République 2018 à l'Élysée, François Braun. Notre système est à bout de souffle. Et quand on a un système à bout de souffle, on essaye de reprendre son souffle et de trouver le. Alors on verra les solutions, mais vous avez bien planté le décor. C'est vrai qu'à Paris, il y a de plus en plus de vélos, c'est absolument extraordinaire. Il y a enfin des pistes cyclables. À Saint-Étienne, il y en a des pistes cyclables? Enfin, Saint-Étienne, oui, il y en a. À Lyon, par exemple, qui est aussi une grande ville, ça a complètement changé. En 4-5 ans, enfin, on ne mesure pas les changements de pratiques. Et on peut mesurer, enfin, il y a des articles qui sont sortis en 2022, qui sont ressortis en 2023. L'effet attendu sur la santé est assez considérable. Et pourtant, on ne peut pas dire que de construire des pistes cyclables pour tout le monde, c'est un plan de santé publique. Et pourtant, c'est un plan de santé publique. Ça montre bien que la prévention n'est pas que dans le système de soins. David Senati, donc en 2 mots, avant d'approfondir et puis de vous laisser débattre, est-ce que le numérique en santé, aujourd'hui, c'est une vraie opportunité pour la prévention par une action plus ciblée, plus personnalisée? Est-ce que, alors vous allez me dire oui, mais après vous allez nous dire surtout comment. Oui, effectivement, ça marche. Ça marche pas. Merci beaucoup. Merci. Donc oui, c'est une opportunité, sans surprise. Et un peu de positif, du coup, puisque peut-être le numérique est un levier pour répondre aux problématiques qui ont été citées. Donc je suis David Senati, je suis co-responsable de la délégation au numérique en santé. On est une direction d'administration centrale du ministère chargé de la santé. Et on est une 60aine de personnes, on est en charge de la stratégie nationale du numérique en santé. Sur le sujet de la prévention, c'est vrai qu'on y est très présent, non pas que ça soit, voulu spécifiquement, mais le numérique est un levier pour le développement de la prévention. Alors j'aurai l'occasion d'y revenir probablement dans les échanges. On a effectivement Mon Espace Santé, qui est un projet titanesque et qui est la suite, on va dire la poursuite du DMP, donc la refonte. Et on a la chance d'avoir énormément de données qui arrivent dans Mon Espace Santé. On a plus d'1 document sur 2 produit dans le système de soins qui est alimenté dans Mon Espace Santé grâce aux efforts du Ségur et donc la mise à jour des logiciels des professionnels de santé sur le terrain.
On a maintenant la vague 2 qui arrive. Et notre enjeu, c'est justement que maintenant que les documents sont dedans, il faut bien qu'on les utilise et qu'on puisse en avoir un usage, notamment pour la prévention. Mais il nous fallait d'abord brancher, si vous voulez, les tuyaux pour alimenter le contenant. Maintenant qu'on a du contenu, on va pouvoir développer des choses, et j'y reviendrai. On a des sujets autour de l'intelligence artificielle, et ça a été très justement rappelé justement par David, et puis des sujets autour de l'accès aux données également, on en a parlé tout à l'heure de mots. Alors, Catherine Barthélémy, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, et ce pourquoi vous travaillez à l'Académie, on changerait de dimension et qu'on prendrait vraiment en compte la prévention? Quelles sont vos actions et puis après, on fera réagir. Alors, je disais communiquer. Donc, communiquer, c'est s'adresser, on va dire, aux citoyens et rendre accessible une information fiable sur ces questions. Donc, je prendrai l'exemple du papillomavirus et du cancer du col. L'Académie s'est penchée depuis plusieurs années déjà. Et en 2022, on avait publié le fruit de nos travaux pour la promotion de la vaccination des adolescents, et en particulier des garçons. Et cette campagne a été nourrie véritablement par des argumentations au plan scientifique international, démontrant que véritablement le seul moyen de prévenir le cancer du col était vraiment de vacciner très largement. Donc cette communication, elle a abouti à des campagnes qui ont été plus ou moins bien suivies. Et l'Académie s'est alertée de ce manque de réponse à vraiment une urgence sanitaire internationale. La France ne devait pas rester le mauvais élève de la classe. Et c'est vrai qu'en 2024, les travaux de l'Académie ont abouti à un nouveau communiqué qui promeut non seulement, bien entendu, la vaccination des jeunes, des adolescents, mais l'extension de cette vaccination, non seulement aux hommes et aux femmes, mais cette fois-ci jusqu'à 25 ans. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'un certain nombre de cancers du col, et pas seulement des cancers de la gorge, de l'oropharynx, des cancers de l'anus, sont liés à des papillomavirus. Et il y a une multitude, on va dire, de papillomavirus. Les vaccins couvrent, on va dire, préviennent cette transmission virale à la période, évidemment, très précoce de l'activité sexuelle, mais aussi plus tard. Alors justement, Catherine Barthélémy, sur la vaccination, on voit que la vaccination de petits enfants qui est obligatoire maintenant, on a simplifié, c'est obligatoire pour tous et c'est plus recommandé, obligatoire. Il y a quand même des difficultés, vous l'avez dit, sur le papillomavirus, mais aussi sur le Covid, sur la grippe. Alors comment si on fait un petit temps sur la vaccination, Franck Chauffin, pourquoi la vaccination marche pas si bien que ça en France, et est-ce qu'on aura un jour un carnet de vaccination sur son DMP? D'abord, le problème de la vaccination n'est pas simplement français, il se pose un peu de partout. Et on voit que les pays répondent de façon différente. Et moi, c'est vraiment le message que je voudrais passer. En prévention, comme en cardiologie, en pneumologie, on a des données scientifiques. On a un cadre logique qui est extrêmement précis maintenant, qui a été travaillé, un peu comme ce qui s'est passé en recherche clinique, et on a la même chose donc en recherche interventionnelle. Ce qui est frappant, c'est que la prévention, tout le monde pense pouvoir en faire. Il suffit de dire aux gens de ne pas faire ceci. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et il ne suffit pas de dire aux gens, faites-vous vacciner, pour qu'ils se fassent vacciner. Là encore, on a un modèle théorique qui s'appelle le modèle 5S ou le modèle 3S, enfin 3S simplifié, 5S, etc. On sait globalement ce qu'il faut. C'est 3S et 5S. C'est sur quel levier agir pour que les gens se fassent vacciner. Alors vous allez me dire, c'est théorique, vous nous embêtez, les scientifiques. Oui. Si ce n'est, qu'est-ce qui s'est passé sur le Covid? Et je vous invite à relire le discours du président de la République du 12 juillet. En fait, ce qui a été utilisé, c'est ce modèle. Et on voit qu'on est arrivé à un taux de vaccination qui était de l'ordre de 90%. Parce que c'était obligatoire.
Non, ça n'a pas été obligatoire. Relisez le discours. Quasiment. Relisez je m'en souviens bien. discours. Ça a quasiment été obligatoire parce que c'était le pass. On est passé du non. pass Covid au pass vaccinal. Non, le 12 juillet, ce qui a fait sauter les standards de Doctolib le lendemain, c'est pas le pass était obligatoire. On envisage de mettre en place un pass sanitaire à la rentrée, etc. Et on voit bien que l'idée, c'était pas du tout de rendre obligatoire, c'était de changer la perspective. Et on change ce qu'on appelle la norme sociale. Et donc la norme n'était pas de se faire vacciner si on souhaitait vouloir se faire vacciner, mais il était normal de se faire vacciner et ça devait être une exception de ne pas se faire vacciner. C'est ça l'enjeu de ce qui s'est passé autour du 12 juillet. Pour continuer à vivre et continuer à aller partout avec le pass vaccinal. Voilà. Mais il y a un outil extraordinaire qui était le pass vaccinal et pouvoir continuer à vivre normalement. Oui, tout à fait. Donc voilà, on sait que là, on a eu la démarche expérimentale pour montrer que ça marchait en fait. Et donc on sait ce qu'il faut utiliser si on souhaite faire la vaccination. Il s'est passé la même chose avec les 11 vaccins promus par Agnès Buzyn en 2017, où elle a dit c'est obligatoire, mais sans sanction. Donc, la norme n'était pas de faire vacciner si vous souhaitiez, la norme était de faire vacciner, mais il n'y avait pas de sanction si vous ne faisiez pas vacciner. Et on voit que le taux de vaccination sur ces 11 vaccins, en fait, a augmenté considérablement. Donc, si vous voulez, les mécanismes scientifiques du comportement d'une population face à un risque, globalement, on les connaît, on sait ce qu'il faut agir. Alors après, il faut une volonté politique de le faire, mais je pense qu'on en reparlera. D'accord, mais là, sur la grippe, par exemple, ou la paléto qu'on se traite, sur le papillomavirus non plus, qu'est-ce qu'il faudrait faire sur la grippe, en plus, les soignants non plus ne vaccinent pas, ce qui est encore plus inquiétant. Par exemple, vous avez une mesure qui est très importante, c'est le fait que les pharmaciens puissent vacciner. On joue sur un des facteurs qu'on appelle la disponibilité. Si vous avez un vaccin où il faut prendre un rendez-vous, aller voir quelqu'un qui vous fait une ordonnance pour aller chercher en fait, vous découragez déjà une partie de la population. Si vous allez chez le pharmacien sans rendez-vous, est-ce que je peux me faire vacciner? Oui, il vous vaccine tout de suite. Déjà, vous récupérez une partie de la population. On le sait, hein, ce critère de disponibilité est essentiel. C'est comme pour le dépistage dont on parlera peut-être. Alors, le numérique est un outil pour savoir où on en est. Je ne suis pas persuadé que chacun dans cette salle sait où il en est de ses vaccinations, le tétanos, etc., le zona et toutes ces choses-là. Alors, est-ce qu'enfin, on va avoir un carnet de vaccination sur mon espace santé? Mais il existe. Il existe. Alors, on y arrive, c'est l'usage maintenant. Voilà. Il existe, donc je ne vais pas faire le sondage de savoir qui a activé son espace santé, mais aujourd'hui... Alors, qui est-ce qui a activé son espace santé, alors? Ah, c'est énorme. C'est pas mal. Tout le monde. Pas mal. Alors, au moins la moitié. Hein. Et qui est à jour de ses vaccinations? Ah ben c'est pas mal. Oui, tu as la démonstration, voilà. Grâce à mon espace santé. Peut-être pas aller jusque-là. Donc, du coup, dans mon espace santé, vous avez effectivement un carnet de vaccination. Vous pouvez reporter les différents vaccins que vous effectuez. Les comptes rendus de vaccination, etc., sont envoyés dans mon espace santé. D'ailleurs, on a eu un pic avec la vaccination, les comptes rendus en provenance des pharmacies. Hein. Donc, on a bien vu qu'effectivement, ces comptes rendus nous étaient adressés via mon espace santé. Donc, vous les recevez et vous l'avez notamment reçu pour ceux qui ont juste fait, entre guillemets, le vaccin Covid. Vous l'avez eu dans votre espace santé. Donc maintenant, l'enjeu, c'est qu'effectivement, les personnes se saisissent de l'outil, l'utilisent, et que les professionnels de santé l'utilisent. Donc notre enjeu là, c'est que maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais le redévelopper un petit peu plus, c'est qu'on a des personnes qui ont de plus en plus activé mon espace santé. Donc l'ensemble de la population a mon espace santé ouvert, et l'activation, c'est la première fois que vous y êtes allé, vous avez rentré les codes, etc. Et ça continue de progresser. Et ça progresse très bien. On est à 18% de la population en 2 ans, et un quart de la population de la tranche d'âge 25-69 ans. Donc on a un quart de la population sur cette tranche d'âge. Donc notre enjeu, c'est évidemment d'aller chercher les autres tranches, mais aussi de faire monter le total, ça va sans dire. Et on a plus de 250 millions de documents envoyés en rythme manuel. Ça, c'est derrière nous. Donc c'est déjà une super victoire. Qui l'eût cru quand on était au DMP à l'époque, hein. Donc on a déjà coupé le serpent qui se mordait la queue avec... Tout le monde a maintenant à mon espace santé, personne n'avait de DMP à l'époque,
Maintenant, les documents sont alimentés dedans, donc on en a un et il y a des choses à l'intérieur, c'est déjà pas mal, mais le fin du fin, c'est quand même que ça serve. Donc là, maintenant, notre enjeu, c'est que les logiciels des professionnels de santé et des établissements s'interconnectent au mieux avec mon espace santé, afin justement de pouvoir en développer les usages. Notamment, évidemment, ce sujet du carnet vaccinal, mais pas que, éviter éviter les examens redondants, enfin, on a plein de cas d'usage qui permettent de faire également des économies pour le système de soins. Les dépistages, les mocules, le cancer du sein, le cancer du col. Et tu me fais la transition très bien, c'est qu'on a une nouvelle fonctionnalité dans mon espace santé qui s'appelle l'agenda et qui vous permet de revoir sur une ligne temporelle vos différents moments de santé. Et c'est au sein de cet agenda qu'on va avoir les différents rappels et que l'assurance maladie va pouvoir vous communiquer les moments clés. Donc vous allez retrouver les bilans aux âges clés qui viennent d'être lancés, là, mon bilan prévention. Donc là, mon espace santé outille les bilans prévention parce que vous avez le questionnaire dans mon espace santé avant d'aller consulter le médecin. Vous me disiez qu'il y a du push ou pas? Oui, oui, c'est ça. Oui, il y a du push dans l'agenda et vous pouvez retrouver également pour les enfants le MT dents, tout ce qui est prévention bucco-dentaire. Vous allez retrouver les examens obligatoires ou les dépistages obligatoires. Donc tout ça va être alimenté dans mon espace santé et j'entends bien mes collègues et confrères qui disent qu'effectivement, à juste titre, c'est pas juste le fait d'informer et qu'il faut le faire qui fait que ça fonctionne, mais en tout cas, le numérique, nous, on fait ce qu'on peut et c'est déjà pas mal de sensibiliser les personnes au fait qu'il y a un événement de santé qui arrive, les prévenir et d'utiliser ce canal-là comme étant un canal actif d'aller vers. Donc avec l'assurance maladie et avec la DGS, on a notamment modifié les finalités de mon espace santé récemment pour faire de la prévention personnalisée. Voilà. Et donc grâce aux documents qu'on a maintenant en stock dans les espaces santé de vous tous, par défaut, vous allez maintenant avoir des informations personnalisées qui vont vous être poussées par l'assurance maladie via mon espace santé. On cale avec la DGS le programme de prévention personnalisée pour savoir vers quelle population, sur quel message, mais évidemment les sujets de vaccination et sujets qu'on a abordés sont essentiels. On doit encore caler le planning, donc je ne peux pas vous dire quels vont être les premiers messages qui vont être adressés. Vous pouvez vous opposer si vous le souhaitez, donc ces principes d'opt-out dans mon espace santé à ces campagnes personnalisées. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose de nouveau. Il a fallu qu'on modifie les finalités de mon espace santé pour le permettre, parce que ce n'était pas prévu initialement. Est-ce que le numérique, c'est un vrai pour vous, Catherine Barthélémy ou François? Est-ce que ça va vraiment changer la prévention est-ce que c'est un virage qui vous paraît décisif? Parce que vous, c'est intéressant, parce qu'à l'Académie nationale de médecine, je voulais vous poser la question aussi, on peut peut-être faire le lien. Vous avez réuni des jeunes, l'Académie des jeunes, donc ils sont très numériques. Il ne faut pas oublier l'illettrisme quand même. Mais est-ce que ce virage numérique qui est là, est-ce que vraiment ça va permettre de faire décoller une partie de la prévention? C'est un virage indispensable, bien sûr, on le sait très bien. C'est un acteur majeur de l'accès à l'information et dans tous les sens. Maintenant, il y a une question de génération. Donc, c'est pour cette raison qu'on a créé ce qu'on appelle l'Académie des jeunes. Donc, une fois par an, on invite des classes de lycée sur des thèmes. Cette année, bien sûr, c'était la vaccination, bien sûr, le sommeil, tout ce qui concerne les addictions, tout ce qui concerne, je dirais, la santé et on va dire la société. Donc, ces jeunes sont invités à, en quelque sorte, avoir un rôle d'académicien pendant une journée. Avec l'aide des professeurs, ils préparent ces sujets et ils arrivent avec un rapport qu'ils ont rédigé ensemble et puis ils le présentent à la tribune. Ensuite, les lycéens qui sont dans la salle des séances vont poser des questions, discuter le rapport, et ensuite ce rapport est voté, et ensuite on prépare un communiqué avec des recommandations. Et cet exercice est on va dire, vivant. C'est une sorte de living lab qui nous permet de voir à quel point ces jeunes sont vraiment accessibles et deviennent acteurs de la prévention. Ils ont fait des propositions cette année qui étaient vraiment incroyables. La question de la vaccination et de l'échec de la vaccination papillomavirus les a beaucoup mobilisés. Ils ont proposé, par exemple, que dans les écoles, les lycées,
il y ait un lien des étudiants, enfin des lycéens, avec l'infirmier, parce qu'ils ont regretté que, bien sûr, la médicalisation au niveau scolaire soit un peu faible dans notre pays. Puis ensuite, former les parents, former les familles, donc créer des réunions avec les parents, etc., sur ces questions. Et je pense que ce levier instruit non seulement, bien sûr, les académiciens sur la jeunesse, mais nous ouvre des portes. Je crois que des campagnes doivent passer par les jeunes. Les jeunes doivent être acteurs de leur santé. Alors justement, l'éducation pour la santé, tout le monde est persuadé que c'est formidable, mais ça ne marche pas forcément très bien. Donc c'est dès l'école. Vous poussez à ce que ça soit... Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui à l'école ? Et après, Franck Chauvin, est-ce que l'éducation pour la santé, il y a des leviers qui pourraient faire que ça marche mieux ? L'éducation pour la santé à l'école, c'est tout niveau, même dans la vie en société, les relations avec les autres, le respect, la gestion de la frustration. Enfin, est-ce que ça, à l'école, vous avez pu voir avec les jeunes, est-ce que ça marche ou pas ? Dès l'école maternelle. Oui. Dès l'école maternelle. Non, ça marche et ça marche pas. Là aussi, on a fait vraiment tout un travail. Il y a un rapport qui a été piloté vraiment par un groupe d'académiciens extrêmement dans le bain, on va dire, et qui propose que dès l'école, il y ait une formation, une information et même des exercices qui soient proposés aux écoliers, aux lycéens, sous forme là aussi de travaux pratiques. C'est-à-dire que on a regardé tous les manuels et la partie biologie, vous voyez, SVT, tout ça, actualiser quand même toutes les connaissances et les fonder sur des pratiques. C'est-à-dire qu'il y ait, ce ne soit pas, vous voyez, ADN, la reproduction, etc. Les chapitres doivent être complètement actualisés en fonction de nos problèmes de santé publique et de santé mondiale. One Health et tout ça, c'est des vrais chapitres. Aujourd'hui, ça manque vraiment. Quand vous avez regardé les manuels, on parle de biologie, de reproduction, voilà, mais pas de santé, c'est ça. Et puis surtout, c'est pas ancré sur une espèce de réalité vivante. Donc, premièrement, actualiser les chapitres. Deuxièmement, couvrir l'ensemble de la scolarité, parce que des exercices à l'école primaire, les enseignants en sont tout à fait capables. La mise en pratique, la réalisation de petits clips, de dessins, de bandes dessinées, etc. Encore une fois, les écoliers peuvent être tout à fait acteurs de la prévention et de leur plus jeune âge. Moi, je dis dès la crèche. Ça a été fait un peu pour le tabac. On a l'impression que les enfants rentrant de l'école disaient à leurs parents qu'il ne fallait pas fumer. Ça a été fait un peu quand même. Alors, Franck Chauvin, vous avez été président du Haut Conseil de santé publique, donc vous avez fait des préconisations sur l'éducation pour la santé. Pourquoi à l'école on parle si peu de santé ? Oui, effectivement, comme vous le disiez très bien, tout ce versant-là a été abandonné progressivement au profit d'autres enseignements. Mais on en parle très peu parce qu'en fait, on n'a pas encore intégré en France, particulièrement en France, où on est quand même extrêmement en retard, ce qu'était la santé. Et pour tous les Français, on pourrait faire le sondage ou une discussion, la santé, c'est le soin. Et moi, ça me fascine d'entendre l'accès aux médecins traitants, l'accès aux médecins traitants. Enfin, je veux dire, le problème de la santé n'est pas là. Le système de soins contribue pour moins de 20% dans la santé d'une population. Tant qu'on ne s'est pas mis ça dans le crâne, je veux dire, on continue à renforcer effectivement le soin, ce qui est très bien, mais ça ne modifiera pas la santé de la population. Alors, les consultations à des âges clés de la vie, c'est cotère sur jambe de bois ou... Non, rien n'est cotère sur une jambe de bois. C'est un premier pas, c'est une acculturation à une démarche de prévention qu'on n'a pas du tout en France. Donc, effectivement, on sait qu'à l'école, les interventions sont extrêmement efficaces pour augmenter ce que les anglo-saxons appellent la littératie en santé. Or, l'OMS a fait une publication l'année dernière montrant à quel point la littératie en santé était centrale, en fait, dans les comportements des individus. Donc, voilà, sur le plan de... Sur la littératie en santé... J'aimerais répondre sur le numérique, puisqu'il y avait une question sur le numérique. À mon avis, le numérique,
ça peut être le meilleur comme ça peut être le pire. Et appliquer du numérique sur une absence de politique serait dramatique et une absence d'objectif. Que voulons-nous en France? C'est le cas aujourd'hui? Non, Appliquer du numérique sans objectif? Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais en tous les cas, je vais dire ce qui, de mon point de vue, serait dramatique. C'est tant qu'on n'a pas défini ce qu'on voulait en France. Qu'est-ce qu'on veut? Et nous, on a fait plusieurs préconisations. Le Haut Conseil, là... Voilà, on a fait. Et nous, on pense que c'est l'espérance de vie en bonne santé qui est le critère des critères. Si vous essayez de décliner ce critère, ça vous donne à quoi pourrait servir le numérique et des objectifs du système. Ça remet les choses. Non. Or, en France, ce n'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Pas du tout de l'espérance de vie en bonne santé. Et donc, vous savez qu'elle est assez médiocre par rapport à à beaucoup d'autres pays. Ça s'améliore, non? Non, parce qu'on a changé de critères. Mais si vous regardez, il y a moins d'un Français sur deux qui arrive en bonne santé à 65 ans. Il y a un nombre d'ALD qui n'arrête pas d'augmenter. Je vous le disais, 25 millions de personnes qui ont consulté pour une maladie chronique. Donc, de ce point de vue-là, ça ne s'améliore pas. Et l'adresse a montré à quel point les inégalités sont majeures. Et donc notre pays est miné par les inégalités de santé. Si vous introduisez des outils numériques comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? On le sait tous, hein. Enfin, tous ceux qui s'occupent de prévention de ça, vous allez augmenter les inégalités de santé. Vous allez les augmenter, mais dramatiquement, dramatiquement. Et voilà, nous sommes extrêmement inégaux face au diabète, à l'hypertension, à l'obésité, etc., etc. Les outils numériques ne peuvent qu'augmenter ces inégalités si le numérique n'est pas introduit dans un cadre théorique extrêmement strict. On le sait, c'est l'universalisme proportionné, etc., etc. Je ne vais pas vous faire le topo, mais voilà. Et à mon avis, c'est le grand danger auquel on est confronté là dans les 2 ans qui viennent. Alors, David Senetti, vous aggravez les inégalités de santé. Non, mais c'est la tendance, l'innovation aggrave les inégalités de santé, le numérique aggrave aussi, c'est toujours ceux qui en ont le moins besoin qui s'en servent. Alors, justement, pour contrebalancer ça, qu'est-ce que vous faites? Alors, je vous propose de prendre la parole, si vous voulez, poser des questions, faire des commentaires dans les 10 dernières minutes. Donc, en 12 minutes, oui. Sur l'accessibilité du numérique à tous, donc on a lancé des actions avec les réseaux de la médiation numérique sur le territoire. On a 18 ambassadeurs dans les ARS numériques en santé qui sont là pour accompagner le réseau associatif de médiation numérique, créer des événements en région. On a accompagné l'année dernière 160 000 personnes sur l'utilisation du numérique en santé. C'est essentiel pour nous. On souhaite encore aller plus loin. On le fait avec la NCT et les maisons France Service notamment. Ça marche très bien et il faut qu'on accélère encore plus cette année, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a bien en tête. On réunit également des comités citoyens. On va relancer l'initiative cette année. C'est 3 week-ends où, sur la même logique que la Convention citoyenne pour le climat, hein, on a une sélection de citoyens, j'allais dire tirés au sort, qui sont représentatifs de toute la France et toutes les strates de la population, et qui nous rejoignent pendant 3 week-ends pour réfléchir autour de thématiques ciblées. Et on avait le sujet de la prévention lors de la Convention citoyenne du Comité citoyen de 2022, et c'est ce qui a donné lieu justement à la nouvelle finalité de Mon Espace Santé pour la prévention personnalisée. On les a fait travailler 3 week-ends là-dessus et ils étaient plus au taquet sur le fait de permettre d'utiliser mon espace santé comme un outil pour leur rappeler les sujets de prévention primaire, mais également les rappels, promouvoir les campagnes de sensibilisation au grand public, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec eux et qu'on met en œuvre concrètement. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, alors au premier rang, alors en principe, on va vous apporter un micro. Voilà, il arrive. Levez bien la main qu'on vous voit, vous représentez. Alors vous êtes court, évidemment, percutant. Voilà. Monsieur au 2e rang. Bonjour, Fabien Réglet, infirmier. Donc j'ai 2 petites questions. La première, est-ce qu'il serait possible de faire quelque chose pour lutter contre la malbouffe, parce que malheureusement la malbouffe c'est la population la plus pauvre qui du coup après a des problèmes de santé qui coûtent très cher. Tant mieux pour les labos, mais bon voilà. Est-il possible de faire quelque chose contre la malbouffe
Et deuxième question, est-ce qu'il est possible de travailler dans l'interministériel? Parce que, par exemple, dans les collèges, lycées, etc., c'est le ministère de l'Éducation nationale pour la prévention. Il y a des problèmes au ministère de l'Éducation nationale, on le sait tous. Et, enfin bref, est-ce qu'il est possible de travailler dans l'interministérialité pour la prévention, justement, sur l'ensemble du système? Merci. D'accord. Alors, s'il y a d'autres questions, on va les prendre tout de suite. Voilà. Alors, tout en haut, voilà. Il y a 2 autres questions là. Alors, voilà. On va vous apporter un micro et puis on va répondre. Là-bas, à droite, tout en haut. Enfin, à droite et à gauche. Non, c'était pas là, mais c'est pas grave. Allez-y. Oui, bonjour. Yves Toussaint, vice-président de la VGA Saint-Maur Omnisport. Nous sommes un club Omnisport avec 11 000 adhérents et nous sommes aussi Maison Sport Santé. Et nous avons par ailleurs 7 athlètes qualifiés pour les JO. Nous, ce qu'on constate, c'est un problème que j'ai entendu depuis le début, c'est le problème de la discontinuité. Puisque ce qu'on constate, c'est que les médecins prescrivent quasiment pas d'activité physique. Pourtant, il y a tout ce qu'il faut, il y a le médico-sport, enfin, il y a plein de dispositifs qui existent. Mais là, c'est vraiment un point qui est bloquant pour vraiment développer l'aspect prévention. Alors, je vous renvoie à toutes les études qui démontrent que l'activité physique régulière améliore... C'est vrai que l'activité physique, c'est incroyable, parce que ça marche pour tout. Hein. Et une en primaire, en secondaire, en tertiaire. Une confirmation par rapport à l'état de santé général de la population. Les enfants, on a constaté qu'en 40 ans, ils ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. Alors, vous imaginez les dégâts que ça va faire dans 20 ou 30 ans, même dans les 10 prochaines années. Une autre question, là, de ce côté-là, là, en haut, tout en haut, là. Tout en haut. On ne voit pas bien. Bonjour, Jean-Martin Cohen-Solal. Il me semblait bien que c'était Jean-Martin Cohen-Solal. Tu m'avais reconnu. Moi, je suis très intéressé par le débat sur la prévention. Moi, je m'occupe de prévention depuis très très longtemps. Je voudrais faire une remarque, c'est que l'on dit toujours qu'il faut faire une révolution de la prévention. Et dans tous les programmes politiques, de droite comme de gauche, on dit qu'il faut enfin faire de la prévention. Alors, je recherchais les programmes politiques depuis très longtemps. Je m'en occupe depuis très longtemps. Je me souviens par exemple qu'en 1981, la première priorité de François Mitterrand était développer l'éducation sanitaire et la prévention dès l'école primaire. Donc c'est pas nouveau et c'est ancien. Le problème aujourd'hui, c'est pas parler de prévention, c'est en faire réellement. Alors, je voudrais faire 2-3 remarques après une question, si tu me permets, Philippe. D'une part, la prévention, ça marche. On dit que si on ne fait pas assez, mais ça marche. Souvenez-vous, pour les plus anciens d'entre nous, comme nous, Philippe, quand on était jeune, quand on était gêné par la fumée, on sortait de réunion. Maintenant, quand on fumait, on sort. Regardez sur l'alcool. C'est pas les campagnes qui ont suivi. Moi, vous vous souvenez peut-être, j'avais fait une campagne qui était inverse à battre avec bonjour et dégâts. Les campagnes ne suffisent sûrement pas. Les campagnes de une alerte ne suffisent pas. Mais regardez la consommation de vin à table aujourd'hui. Dans la plupart des repas, on boit plus souvent du vin au verre. Ça n'existait pas avant. Dans le milieu dans lequel j'ai beaucoup travaillé, dans le milieu mutualiste, les repas ne sont plus du tout arrosés comme avant, même pas du tout arrosés. Donc les choses marchent. Je ne dis pas ça pour être content de ce qu'on a fait, on n'a pas fait assez, mais pour dire ça marche, il faut continuer. Alors, comment continuer ? Premièrement, je pense qu'il faut aller plus loin dans son obligation. Vous parliez de vaccination tout à l'heure, tout ce qu'on a vu au moment du Covid, c'est à mourir de rire, c'est choquant, et de voir aujourd'hui que 2 des principaux candidats aux législatives, du camp législatif, se rappelaient ce que disaient à la fois Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon pendant le Covid, c'est à pleurer de rire ou d'inquiétude, ils arrivent au pouvoir, ça revenait. Bon. Donc le problème de la vaccination est un problème majeur, mais ça ne suffit pas. C'est un problème symbolique. La non-vaccination des soignants, c'est intolérable. De penser qu'on peut accepter que des gens aillent soigner des malades sans être vaccinés, c'est incroyable. La vaccination des soignants devrait être obligatoire. Moi, j'essayais de le faire dans le milieu mutualiste, je ne suis pas arrivé, parce que les syndicats sont montés au créneau en disant la liberté personnelle. La liberté personnelle contre la maladie des autres, ça pose un vrai problème. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Moi, je suis assez favorable aux consultations obligatoires, mais est-ce que ces consultations obligatoires doivent être faites par des médecins ? Est-ce que les médecins sont les mieux placés pour être acteurs de prévention ?
ce n'est pas leur formation, ce n'est pas leur envie, ce n'est pas le temps. Et est-ce que utiliser le temps médical, est-ce que c'est mieux pour ça? Plein d'autres spécialités paramédicales que les médecins pourraient faire beaucoup mieux. Ensuite, j'ai fini, t'inquiète pas. Le DMP me semble fondamental. Vous êtes assez optimiste sur le DMP. Moi, je suis totalement favorable au DMP. C'est pour moi un outil structurant, pas seulement de la prévention, du système de santé en général. Mais je suis moins optimiste que vous quand je vois que, à mon âge, où j'ai pas mal de consultations médicales, très peu arrivent obligatoirement, automatiquement sur le DMP. Très peu. Il faut que je le fasse moi-même en étant un militant du DMP. Il faudrait que quelque part que les DMP soient remplis systématiquement et automatiquement. Et deuxièmement, l'intelligence artificielle est un outil majeur en termes de prévention. La seule vraie bonne prévention, c'est la prévention ciblée. Mais donc l'IA est un outil majeur. Simplement, il y a la protection des données. Comment trouver le chemin étroit entre l'intérêt des données et le risque des données? Mais je pense que s'il faut faire une prévention efficace, l'IA et le DMP permettent de faire beaucoup de choses. Et je voulais vous demander ce que vous en pensiez, puisqu'il faut poser une question. Alors, beaucoup de questions, on n'a plus que 5 minutes, ça tombe bien. Non, très rapidement, et puis même en conclusion, parce qu'il y a la malbouffe, il y a le numérique, quelles sont vos réponses à toutes ces questions? Oui. Et peut-être en retenir que ce que disait Jean-Martin Cohen, c'est que la prévention, ça marche, mais pas assez. Après, ça dépend ce qu'on appelle ça marche, quoi. Voilà. Mais simplement pour répondre à la question, la prévention médicalisée, personnalisée, ça ne marche pas. Ça, on le sait. Ça ne marche pas? Non, ça ne marche pas. Parce que, en fait... Ça, c'est dans votre camp. Non, mais je vais vous dire les conditions pour que ça marche. Parce qu'on sait que les déterminants de la santé, vous avez des déterminants proximaux, vous avez des déterminants distaux que les Anglais appellent, ou les Anglo-Saxons appellent les wider determinants. Ces wider determinants, c'est globalement notre environnement. Si vous essayez de dire à quelqu'un de ne pas faire quelque chose pour sa santé, et que vous lui envoyez des messages contradictoires sur une publicité derrière un bus, derrière un métro, par exemple, pour reprendre l'histoire de la semaine dernière, ou etc., ou des publicités à la télévision sur la nourriture, par exemple. Mettre les gens en dissonance cognitive, en fait, ça ne marche pas. Et donc, vous mettez les gens dans une situation infernale. Donc, la prévention personnalisée ne marche que si vous modifiez les environnements en même temps. Donc pour la malbouffe, pour le sport, c'est l'environnement qu'il faut modifier pour la réponse. Et à ce moment-là, vous pouvez, avec des outils numériques, etc., appuyer votre action, et là, ça va marcher. Mais si vous ne modifiez pas votre environnement, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le directeur général de l'OMS qui a fait un éditorial dans Lancet il y a 1 an pour dire attention aux déterminants commerciaux de la santé. Et alors vous allez me dire, bon, oui, d'accord. Regardez ce que vit Serge Esberg avec le Nutri-Score au Parlement européen. La guerre, c'est vraiment une guerre. Et contre qui? Contre Ferrero, etc., qui fabriquent... C'est les Italiens. C'est les Italiens, en fait, qui sont montés au créneau. Mais nous, on a eu les fabricants de fromage, on a eu, etc., etc. Bon, je ne vais pas rentrer, mais il est important que les politiques que l'on met en place est certes un versant personnalisé, mais en même temps un versant qui vise à modifier les milieux, les environnements, pour faire ce qu'on appelle dans notre jargon les environnements favorables à la santé. Et on sait qu'il y a 4 environnements sur lesquels on peut agir. L'endroit où l'on apprend, l'endroit où l'on vit, l'endroit où on travaille, l'endroit où on vieillit. Et en fait, ces 4 environnements sont très sensibles à des actions pour créer des environnements favorables à la santé. Alors, pour ne pas être complètement négatif, est-ce que vous avez le sentiment que ça progresse un peu quand même, cette démarche? Oui. Bon. Il faut accélérer, c'est toujours pareil. Oui, mais on voit qu'on a de la peine à définir des politiques qui soient claires. On l'a vu pendant le Covid. Hein, j'étais dans le conseil scientifique et en même temps président du Haut Conseil. On a fait 210 recommandations, je crois, à la demande du gouvernement. Ce n'est pas la même chose d'avoir une politique de suppression du risque et une politique de réduction du risque. Et en France, on a toujours le mythe de la politique de la suppression du risque. On sait que ça ne marche pas. C'est-à-dire le zéro Covid, personne ne pensait une minute que ça pouvait marcher. Si, les Suédois. Oui. Donc, non, c'était l'inverse. Et donc, on est dans des politiques de réduction du risque.
Et il faut l'accepter et travailler. Les Chinois, c'était les Chinois qui étaient... Alors, Catherine Barthélémy, cette dissonance cognitive, comment lutter contre la dissonance cognitive? C'est un thème qu'il faut qu'on se souvienne, dont il faut qu'on se souvienne, parce que c'est ça, enfin, je veux dire, on a des injections complètement contradictoires, on veut manger pour la malbouffe, pour le sport, on a les... Bon, voilà. Alors, comment est-ce que l'Académie se penche là-dessus? Et puis, je pense qu'il y a eu des messages très importants qui ont été soulignés là. Par exemple, le fait de se fédérer autour de questions. Vous voyez, il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère de l'Enseignement supérieur, il y a le ministère de l'Éducation nationale, etc. Je pense qu'en effet, ensemble, on y arrivera plus vite. Donc c'est dans cette démarche que l'Académie nationale de médecine travaille, en particulier pour cette question de la malbouffe, parce que la malbouffe, c'est là aussi, hein, c'est des comportements, ce sont des comportements de citoyens qui restent devant leur écran, qui vont plus du tout faire de promenade, et la malbouffe et la prescription, quelque part, de l'activité physique. Alors, l'activité physique prescrite sûrement, tout le monde y a droit, y compris des personnes handicapées. Ça, c'est très important que tous nos citoyens en soient bien, et en particulier les décideurs et les financeurs, parce que cette activité physique, elle doit être, pour certains, totalement gratuite. Donc, vous voyez, c'est des... Et il y a aussi la discontinuité, c'est-à-dire qu'il y a la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte qui dure assez longtemps, puis ensuite le grand âge, on ne sait pas trop ce que ça veut dire le grand âge d'ailleurs. Donc, vous voyez, en fait, c'est une perspective de prévention qui débute très tôt pour, je dirais, éclairer l'ensemble du parcours de vie, quoi. Donc, alors, voilà, l'éducation quand même. L'éducation très précoce, très précoce. David Sinetti, est-ce que vous êtes en dissonance cognitive? Non, je ne sais pas. Oui, probablement, du coup. Je suis en dissonance cognitive. Néanmoins, le numérique en santé, effectivement, j'appuie sur ce qui a été dit. Nous, on a un outil, effectivement, pour outiller les politiques de santé publique. C'est ce qu'on fait avec les collègues de la DGS, notamment. Mais effectivement, le numérique est bien un outil. Je voulais tous c'est mieux en le disant. J'ai l'impression que c'était moi qui définissais les politiques de santé publique. Ce n'est pas le cas. Pas encore. Oui, je ne sais pas. Mais ce n'est pas du tout prévu. Et en ce qui concerne l'intelligence artificielle et le DMP, des questions ont été posées. Mais c'est typiquement ce qu'on travaille sur la prévention personnalisée. Là, ce que je disais, c'est qu'effectivement le DMP s'alimente et il y a encore quelques difficultés d'alimentation avec certains éditeurs dans certains cas, mais ça s'alimente automatiquement. C'est bien pour ça qu'on a désormais un document sur 2 qui est alimenté dans mon espace santé. C'est bien le sujet de l'alimentation automatique. Et il y a encore quelques problèmes, et c'est sûr, et on peut en discuter si vous voulez. Mais maintenant, le sujet, c'est qu'on a beaucoup de documents et qu'il va falloir que justement on travaille sur comment faire en sorte. Ce que disait David Gruson sur l'intelligence artificielle. On a pris un peu de retard, mais la prévention, c'est important. Il faut qu'on passe à la table ronde suivante. Bon, on va en parler tout à l'heure sur l'observant, justement, c'est bien. C'est pas les 1000 morts du cancer du col. 10 000 à 30 000 morts. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis porteur d'un plan national de lutte contre l'erreur médicamenteuse, le mésusage des médicaments et d'amélioration de la pertinence et l'efficience des... Alors justement, on va en parler tout à la prochaine table ronde. 20 propositions. Ouais. Sur la table, c'est du concret. Qu'est-ce qu'on attend pour avancer? Voilà. Et le problème, c'est que on attend les résultats. Non. Franck Chauvin, juste pour conclure cette table ronde sur la stratégie nationale de santé, dans laquelle s'implique par définition beaucoup le Haut Conseil que vous avez présidé, c'est passé de 5 ans à 10 ans. C'est une bonne chose? Est-ce que ça sert à quelque chose, cette stratégie nationale de santé? C'était notre demande, hein, et le ministre a accepté de changer. On lui a proposé d'arrêter de faire des stratégies à 5 ans et de faire des stratégies à 10 ans. Vous avez vu que sur les soins palliatifs, accompagnement de fin de vie, on était aussi passé à 10 ans. Et nous, ce qui nous semble, c'est que les grandes stratégies, on doit les faire à 10 ans, de façon à avoir des vrais objectifs stratégiques, parce que modifier le
cours d'un système, c'est quelque chose de très lourd. Hein. C'est-à-dire que il faut surveiller tous les ans l'évolution des indicateurs. Il faut simplement, oui, bien sûr, il y a des indicateurs dessus. Il faut quand même avoir conscience que ce qu'on vit actuellement, non seulement ça avait été décrit en 1977 par Weinberg, hein, qui avait appelé ça the failure of success, mais une partie de ce qu'on vit dans le système de santé en ce moment est la suite des décisions qui ont été prises dans les années 70. Et donc, en fait, rechanger demande beaucoup de temps. Il y a une réflexion en ce moment qu'on conduit au Conseil avec le CCNE et d'autres sur l'avenir du système de santé, effectivement. Bon. Donc, il faut vraiment voir le temps long et se fixer des objectifs dans le temps long. Ça me semble essentiel. Merci beaucoup, madame. Merci, messieurs. On va passer, on peut vous applaudir parce qu'on a compris que maintenant la prévention va être efficace.